Eh ben, merci beaucoup, Hélène, pour ton invitation, pour cette organisation sympathique, qui permet en effet d'échanger, de confronter des points de vue venant de traditions historiographiques un peu différentes. Alors, c'est un pas de côté, en effet, on change d'espace et de temps, et puis c'est aussi une forme de pas de côté, puisqu'on s'intéresse ici à une forme d'intermédiaire particulier de la mission, et dont le statut même d'intermédiaire, en fait, pose question. On se place tout à la fin de la période coloniale, et ça permet de voir comment évolue, en fait, cette catégorie des intermédiaires tout à la fin. Pourquoi c'est particulier ? C'est parce que, justement, ces prêtres autochtones ne sont pas censés être considérés comme des intermédiaires. Les missions catholiques ont un mot pour désigner ceux qu'on appelle intermédiaires, c'est les auxiliaires de la mission, et les principaux auxiliaires, ce sont les catéchistes. Et les prêtres autochtones, indigènes, comme disent les sources, sont censés faire partie du personnel de la mission et pas des auxiliaires. Mais en fait, force est de constater qu'il est souvent difficile pour les missionnaires de sortir du paradigme dans lequel ils les considéreraient comme des auxiliaires, en fait comme des intermédiaires. Et c'est cette ambiguïté qui rend intéressante cette catégorie des prêtres locaux, qui peuvent être, pour nous, historiens, tout de même interprétés comme des intermédiaires en raison de leur place dans la société locale. Ils sont amenés, en fait, ils sont pensés comme étant des courroies de transmission, amenés à prendre finalement le contrôle, mais au bout d'un temps tout à fait déterminé, entre les missionnaires et les populations locales, notamment pour des raisons culturelles, linguistiques, etc. Mais ils sont aussi appelés à être assimilés dès le départ, en fait, aux missionnaires en raison du sacerdoce qu'ils partagent en commun avec eux, et puis de l'ambition de Rome, de plus en plus concrète, de leur transmettre les missions. Alors, l'objectif de la formation d'un clergé local remonte à la période moderne, avec la création de la Congrégation des Propagandas Fidei, mais en ce qui concerne en tout cas l'Afrique, ça reste tout à fait théorique. Alors, l'Ouganda, c'est un peu une exception, mais de manière générale, ça reste théorique avant la Première Guerre mondiale, et puis le relancement de cet objectif avec les grands textes pontificaux, notamment Maxime Oumilloud de Benoît XV en 1919, et puis ensuite des textes de Pie XII. À ce moment-là, l'objectif de former un clergé local devient l'objectif principal qui est assigné aux missions, et le point de tension principal entre les missionnaires qui ne sont pas tout à fait d'accord pour donner les clés, et puis Rome. Voilà. Et donc c'est quand même un changement de paradigme important, qui est censé permettre la sortie du modèle missionnaire pour arriver à des églises locales sur le modèle européen. Alors, dans d'autres espaces, comme par exemple en Extrême-Orient, j'ai eu l'occasion, notamment avec Hélène, dans un livre qui a été cité tout à l'heure, d'étudier le cas d'Indochine. De l'Indochine, le clergé local est nombreux depuis une époque beaucoup plus lointaine, au moins le 19e siècle. Mais ça, ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'être, surtout à partir de la fin du 19e siècle, ça se raidit, maintenu dans une position de subalternité dont il a aussi du mal à s'émanciper. Et c'est plutôt via la question de la parité que cette question du rapport entre missionnaires et clercs vietnamiens est appréhendée par Rome. Rome essaye de favoriser la parité. Bon, dans les missions d'Afrique, on n'en est pas encore là, puisque le clergé, à cette époque, est très faiblement représenté. L'Ouganda représentant une forme d'exception. Alors, je vous mets ici quelques chiffres sur l'Ouganda, qui est en fait un pays où le christianisme, protestantisme comme le catholicisme, s'est diffusé de manière tout à fait rapide et originale à partir de la fin du 19e siècle. Je ne reviens pas sur cette histoire, mais ce qui fait qu'on est dans le pays d'Afrique subsaharienne avec le plus fort taux de prêtres locaux pendant toute la période coloniale. Vous avez ici quelques chiffres qui nous montrent un taux de présence du clergé, des prêtres locaux dans le clergé catholique en général, qui est tout à fait important, entre 25 et entre un quart et un tiers du nombre de prêtres en comptant les missionnaires pendant notre période. Et c'est donc dans cet espace qu'a été nommé le premier évêque subsaharien de l'époque contemporaine, donc Monseigneur Joseph Kiwanuka, que vous voyez à droite, et qui était donc un père blanc, lui-même, je vais y revenir plus tard à cette figure, mais il a lui-même un statut qui peut être intéressant à
à analyser en termes d'intermédiaire, puisqu'il est fait à la fois partie de la congrégation, mais c'est un prêtre local, donc c'est plus facile de le nommer comme évêque, même s'il est vu aux yeux de son clergé comme trop européen. Bref, voilà. Donc vous le voyez ici dans cet habit de père blanc qui va finalement abandonner pour se rapprocher de son clergé qui, lui, n'en bénéficie pas. Donc Kiwanuka a été nommé en 1939, premier évêque subsaharien, à la tête de la première circonscription missionnaire intégralement confiée au clergé subsaharien, le vicariat apostolique de Masaka, qui est le lieu vraiment historique du catholicisme ougandais. Voilà. J'ai étudié cette figure dans un article que j'ai publié il y a déjà 1 ou 2 ans dans les mélanges de l'école française de Rome, dont je tire certains éléments pour cette communication, mais j'essaye d'aller un petit peu plus loin pour voilà, proposer ici un peu un contrepoint qui interroge cette notion d'intermédiaire et qui met en valeur ce groupe souvent oublié du clergé local qui vit un vrai processus d'émancipation. Voilà. Comment est-ce que se passe cette remise en cause du modèle missionnaire lorsque très rapidement, en quelques décennies seulement, il s'agit de passer du modèle missionnaire à un modèle d'autonomie pour le clergé local. Alors je vous proposerai une réflexion en 3 parties, pour le coup, de manière peu originale. D'abord, voir quel est le regard des pères blancs sur le clergé ougandais dans les années 30. Alors là, ça va pas être très agréable parce que le regard est plutôt négatif. C'est essentiellement tiré de recherches menées aux archives des pères blancs. Ensuite, je ferai un petit focus sur la question, donc évidemment centrale, du type de formation à dispenser dans les maisons de formation cléricales, donc les séminaires. Et puis ensuite, j'essaierai de montrer quand même en quoi la nomination de Monseigneur Kiwanuka a introduit une forme de tournant dans le rapport des missionnaires au clergé local. Alors, tout d'abord, le regard des pères blancs sur le clergé ougandais dans les années 30. Alors, je reviens là-dessus tout à l'heure. Alors, au début des années 30, les pères blancs sont conscients que Rome veut franchir un pas qui est confier une circonscription missionnaire au clergé local en Afrique avec un évêque local. D'accord ? Ça va finalement intervenir seulement en 1939 avec Monseigneur Kiwanuka en Ouganda et en même temps un évêque malgache. D'accord ? En Ouganda, l'Ouganda est vite identifié par Rome comme le lieu où pourrait avoir lieu cette autonomisation du clergé local en raison donc de la précocité du développement du clergé que je vous ai rappelé tout à l'heure. Et donc il y a, avant la nomination de Monseigneur Kiwanuka, 2 étapes qui sont franchies. D'abord, un vieux vicaire apostolique du tout début du XXe siècle, donc Monseigneur Streicher, père blanc, vicaire apostolique d'Ouganda, confie une partie de son vicariat apostolique, le doyenné de Bubende. Le doyenné, c'est un ensemble de paroisses, au clergé ougandais, dans une partie du vicariat. Bon, ça se passe plus ou moins mal, j'y reviendrai tout à l'heure. Et quand il prend sa retraite, en 1934, Rome impose à son successeur, qui, on va le voir, est beaucoup moins favorable au développement du clergé local. C'est même une personnalité assez raciste, il faut bien le dire, Monseigneur Michaud. Donc Rome lui impose d'aller plus loin, de nommer un vicaire apostolique délégué et de confier à ce vicaire apostolique délégué la région la plus importante pour le catholicisme ougandais, le Boudou, dont la capitale est Masaka, en autogestion, sous le contrôle lointain du vicaire apostolique, mais il y a cette forme d'autogestion. Alors ça entraîne un départ des pères blancs du Boudou et un regroupement des prêtres ougandais qui se trouvaient beaucoup dans le doyenné de Mbandé, dans le Boudou. Donc il y a un échange qui se passe aussi très mal. Les prêtres ougandais accusent les pères blancs de partir avec tout le matériel, l'argent, etc. Donc cet échange se passe assez mal, mais finalement, il s'installe dans ce Boudou que les pères blancs quittent vraiment à regret, puisque c'est l'endroit où ça marche le mieux. À partir de là, les pères blancs tentent de freiner le mouvement. Les pères blancs se rendent compte qu'il est question, en fait, à échéance de quelques années, de nommer un évêque ougandais, et ils tentent de freiner le mouvement, notamment dans un gros rapport que j'ai consulté aux archives des pères blancs, donc il n'est pas daté, mais il date vraisemblablement de 1936,
dans lequel tout un tas d'arguments sont avancés pour montrer, donc venant de toute l'Afrique de l'Est britannique, combien il semblerait prématuré de confier des missions aux prêtres autochtones. Alors, je vous ai mis ici un certain nombre de citations, bon, sans doute trop longues. Alors, la première citation, c'est un ensemble d'arguments qui sont donnés par Monseigneur Michaud, pour montrer que ça se passe pas du tout bien dans le Boudou. Donc on est seulement 2 ans après la constitution de ce vicariat délégué du Boudou, mais voilà, on nous dit les prêtres indigènes se sont révélés incapables de gérer les biens de la mission. Donc ça, c'est une accusation qui revient très souvent, de dire qu'ils sont incapables de gérer le matériel. Les administrateurs anglais n'ont pour eux qu'une estime médiocre. Donc ça, voilà, il y a ce problème de personnes qui sont vues comme en fait des mauvais intermédiaires pour la mission, puisqu'ils sont pas capables d'imposer leur autorité à la puissance colonisatrice, etc., etc. Et cette partie du rapport, donc rédigée par Michaud, conclut au fait qu'il ne va pas être possible de continuer de confier des missions au clergé ougandais et qu'on va devoir désobéir à Rome, en fait, et reprendre le contrôle. Et il essaye de reprendre le contrôle sous divers prétextes, mais Rome résiste. Alors Rome n'est pas une autorité si lointaine que ça, puisqu'elle est représentée en Afrique britannique par un délégué apostolique qui a son siège à Mombasa, au Kenya. Donc c'est pas tout près de l'Ouganda, mais ce sont des gens qui voyagent énormément, et les délégués apostoliques sont quand même là pour essayer de vérifier que la politique romaine est mise en œuvre. Donc Rome tient bon malgré tout cet argumentaire. Alors, ce mouvement un petit peu de recul après une première tentative d'autonomisation du clergé local, c'est quelque chose qu'on peut retrouver vraiment à différents endroits. Et au moment de ma thèse, je m'étais notamment rendu compte que donc en Afrique équatoriale française, donc au Congo français, à Pointe-Noire, on a une réaction tout à fait similaire. C'est un des territoires en Afrique française où le clergé local est le plus développé. Alors, ça n'a rien à voir avec l'Ouganda. On a peut-être, je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais à tout casser, une quinzaine de prêtres congolais dans l'entre-deux-guerres, et ça suffit pour que Rome dise « Ah bah c'est super, vous avez ordonné encore un certain nombre de prêtres congolais, on va penser à la nomination d'un évêque congolais. » Et alors là, les spiritains, donc, qui sont au Congo, font machine arrière, et ils les maintiennent, ils les replacent dans une position totalement subalterne, et ils saquent les élèves des séminaires. Il n'y a quasiment plus d'ordination jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est intéressant de voir que c'est quelque chose qui est finalement pas si rare que ça. Et dernier point dans cette partie, tout ce gros rapport dont vous avez ici la référence en bas nous révèle que, en fait, en Ouganda, à ce moment des années 30, donc au moment où on est en train Rome est en train de réaliser cette autonomisation du clergé local par rapport aux missionnaires, en fait, il y a un antagonisme quand même assez fort entre les deux parties du clergé européen, donc missionnaires, donc ils sont français, canadiens, et ougandais. Et les situations en fait de mixité sont réduites vraiment au minimum. Et le transfert donc de 34 dans le Boudou, le regroupement dans le Boudou des prêtres ougandais est vécu, d'après ce rapport, par les Pères Blancs comme une occasion de limiter encore plus la cohabitation. Les missionnaires affirmant donc que les prêtres sont trop revendicatifs. Ils aiment bien aussi dire qu'ils sont racistes. Ça apparaît beaucoup dans les textes, les Pères Blancs qui vont dire les Ougandais sont racistes, ils nous reprochent des choses, etc. Ce qui est, bon, évidemment, tout à fait... nous paraît à nous tout à fait étonnant. Et vous avez ici une citation que je vous ai mise, donc la seconde. Donc les prêtres noirs n'ont pas de conversation intéressante, ils s'entretiennent de sujets terre à terre, ils parlent des scandales, des affaires de chef, du commerce, etc. Ils parlent peu la langue européenne, ils n'ont pas notre mentalité, ils manquent de culture générale, ils sont susceptibles, ils sont peu intéressants pour nous. Bon, voilà.
Donc ça révèle les difficultés de cohabitation quotidienne entre missionnaires et prêtres autochtones, et j'avais croisé ça aussi pour montrer encore que ces enjeux sont un peu, qu'on les retrouve un peu partout, exactement à la même époque en Indochine, hein, où on voit qu'on a aussi des difficultés parfois très, très concrètes avec le clergé vietnamien qui se focalise beaucoup sur la question de la table commune. Hein, et c'est la même chose en Ouganda, en fait. Ils n'ont pas les mêmes habitudes alimentaires, et puis la conversation se passe mal. Donc, en fait, il n'y a pas la table commune, ce qui est quand même symboliquement très fort au sein d'une communauté locale de quelques prêtres seulement, hein, de 2, 3, 4 individus. En Indochine, l'argument qui est souvent utilisé, et c'est aussi parfois le cas pour les Pères blancs, c'est celui de la qualité de religieux des missionnaires, d'accord ? Donc ce sont des membres d'une congrégation religieuse, donc ils ont une règle particulière avec des prescriptions alimentaires particulières que n'ont pas les prêtres du clergé séculier dont font partie le clergé local. Donc parfois ils excipent de leur statut de religieux une possibilité de se mettre à l'écart. Alors autre chose qui peut nous intéresser ici particulièrement, c'est que les prêtres locaux sont accusés d'être de mauvais intermédiaires en fait en Ouganda. Enfin, c'est l'interprétation qu'on peut en avoir. Alors d'abord, on leur fait tout un tas de reproches sur leur supposée paresse, etc. Bon, je passe là-dessus. Leur difficulté à gérer le matériel, leur tendance supposée à abuser de leur position pour tenter d'enrichir leur famille ou de s'assurer d'une position un peu de chef à l'égard de leur famille. Et puis, en Ouganda, on les accuse aussi d'être trop impliqués, mais je pense qu'on pourrait trouver tout à fait le même genre de choses dans d'autres espaces, dans les rivalités ethniques, pour exercer l'apostolat universel que les missionnaires veulent attendre d'eux. Alors, l'Ouganda, c'est un pays dans lequel l'établissement de la domination britannique, à partir de la fin du XIXe siècle, s'est appuyé sur la promotion de l'ethnie, enfin de la population majoritaire dans le protectorat de l'Ouganda, qui va donner son nom à l'Ouganda, qui est un nom qu'ont choisi les Britanniques. Et cette population dominante, ce sont les Baganda, hein, qui ont établi un empire, un royaume tout à fait puissant au XIXe siècle, donc avant la période coloniale, qui a été bien étudiée par Henri Médard. Et ces Baganda, donc ils ont conquis, avant même l'arrivée des Britanniques, un certain nombre de territoires, dont le grand royaume concurrent, un peu à l'ouest de l'Ouganda, pardonnez-moi ces détails, qui est le Bunyoro. Et les Britanniques, quand ils ont établi leur pouvoir, ils se sont beaucoup appuyés sur ces Baganda. Ils ont formé des fonctionnaires Baganda qu'ils ont envoyés dans les autres territoires. Et donc, en fait, l'affirmation de la domination britannique pour les populations qui n'étaient pas Baganda, c'est surtout pris l'aspect d'une domination Baganda. Hein. Et il se trouve que le cœur du catholicisme ougandais, c'est le Baganda, c'est le Boudou qui fait partie du Baganda. Donc l'essentiel des prêtres sont Baganda. Et le territoire qu'on leur avait donné avant le Boudou, vous vous souvenez, c'était le douanier du Mubende, c'était en territoire Bunyoro. Donc on avait des prêtres Baganda qui étaient en poste dans un territoire qui était traditionnellement le grand rival du Baganda, écrasé par les Baganda, encore plus à l'époque de la domination britannique. J'espère que vous me suivez. Donc là, en fait, on a accusé les prêtres locaux de reprocher, de mépriser les Bunyoro, de tenter d'imposer leur langue, des prénoms Baganda lors des baptêmes, de refuser d'exercer leur ministère dans certains endroits où il n'y aurait que des Bunyoro, etc., etc. Donc les Pères blancs disent, en fait, ils sont pas capables de faire abstraction de ces rivalités ethniques. Voilà. Et dernière chose, et je vous ai mis ici cette citation, c'est qu'il y a cette accusation des prêtres locaux qu'on retrouve alors là pour le coup dans tous les espaces coloniaux de manquer à la règle du célibat sacerdotal. Hein. C'est vraiment l'époque où se met en place sur les prêtres locaux dans les séminaires et puis à l'égard des prêtres par ailleurs
une culture de la surveillance, notamment sur cette question de la sexualité, hein, qui est tout à fait intéressante. Alors, je passe maintenant, puisque j'en viens, j'ai parlé de cette question de leur formation, à cet enjeu donc crucial de leur formation dans les séminaires. Quel type de formation on va dispenser à leur égard. Première chose, les missionnaires mettent en place donc un réseau de séminaires. Alors, les Pères Blancs, leur réseau de séminaires qui est mis en place dès la fin du 19e, début du 20e siècle, en Afrique de l'Est britannique, c'est le meilleur réseau de séminaires qui existe en Afrique subsaharienne. Mais c'est tout de même un enseignement qui est tout à fait adapté par rapport à ce qui se fait en Europe, dans le monde occidental. Et dans l'entre-deux-guerres, les papes, avec leurs grandes encycliques sur le clergé autochtone, vont demander à ce qu'on aligne l'enseignement dans ces séminaires avec ce qui se fait dans le monde occidental. Alors, dans un premier temps, on n'en est pas là, et les missionnaires vont justifier en fait le caractère adapté de l'enseignement qu'ils donnent aux séminaristes autochtones par leur faible niveau intellectuel. Je vous ai mis cette situation encore de Monseigneur Michaud, où on voit ici un vrai jugement racial sur les manques en termes de capacité intellectuelle, quoi qu'ils s'en défendent, de la population à laquelle il a affaire. Il parle quand même dans la dernière phrase de la nécessité d'une accoutumance atavique des organes qui concourent au travail intellectuel dont ne bénéficieraient pas les élèves locaux. Donc là, ça c'est vraiment quelque chose qu'on trouve de manière tout à fait fréquente. Alors, Rome demande à partir de l'entre-deux-guerres à ce qu'on augmente le niveau des séminaires. Et la question se pose, est-ce qu'il faut maintenir un enseignement qui soit tout de même adapté, ou est-ce qu'il faut passer complètement à un enseignement à l'européenne? Alors, je vous ai mis les 3 textes pontificaux qui parlent du clergé autochtone et spécialement de la nécessité d'augmenter le niveau dans les séminaires. Et les délégués apostoliques jouent un rôle important. Donc la délégation apostolique à Mombasa, elle est mise en place au Kenya, elle est mise en place en 1930. Donc à partir de là, le délégué apostolique, sa mission principale, ça va être de favoriser le regroupement des séminaires dans des plus grosses maisons, si possible tenues par un clergé spécialisé dans la formation des séminaristes. Par exemple, les sulpiciens, qui ne sont pas un clergé colonial, et dont on espère qu'ils vont permettre l'augmentation du niveau. Et puis il y a aussi cette solution d'envoyer des séminaristes, c'est le deuxième point, au Collegio Urbano de la Propaganda Fide à Rome. Donc ça, c'est un séminaire qui est installé à Rome, qui forme des prêtres surtout issus d'Extrême-Orient depuis déjà plusieurs siècles, et auquel n'arrivent qu'en 1937 les premiers séminaristes africains, qui sont nigérians et kenyans. Donc ça, c'est une possibilité, mais les missionnaires en Ouganda, donc ils veulent freiner, vous avez compris, cette apparition d'un clergé local de bon niveau, n'emploient aucun séminariste à Rome avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, je voudrais juste finir ce point pour avoir quand même le temps de vous parler davantage de Monseigneur Kiwanuka dans une dernière partie, par une controverse intéressante que j'ai trouvée dans les archives, une controverse entre 2 responsables de l'enseignement catholique, l'un en Ouganda, donc qui est Père Blanc, Arthur Hughes, et l'autre qui est spiritain, John McCarthy, au Tanganyika, c'est-à-dire l'actuelle Tanzanie. Alors, la divergence entre ces 2 hommes se révèle à la suite d'une série de commissions qui passent en Ouganda dans les années 30, envoyées par la couronne britannique pour augmenter le niveau de l'enseignement en général en Ouganda, et en particulier faire passer une école technique qui est le collège de Makerere au rang d'université. Makerere, c'est une des principales universités aujourd'hui encore d'Afrique de l'Est à partir donc de ce moment.
Et dans ce contexte d'une réflexion sur l'augmentation du niveau de l'enseignement, ces deux hommes expriment des opinions tout à fait différentes. Hughes, il va pétitionner la Propaganda Fide, donc la congrégation responsable des missions à Rome, pour essayer de promouvoir un enseignement à la britannique, en fait, hein, avec l'idée d'une augmentation du niveau académique, mais aussi la promotion d'une éducation sportive à la britannique, scoutisme, football, cricket. Et alors, il y a tout un enjeu sur la pratique du sport par les colonisés en général et en Afrique en particulier. Pratique du sport qui généralement est refusée pour des raisons pour le faire vite, de décence, et surtout le type de vêtements qui serait à utiliser qui fait défaut, enfin qui pose un problème. Bon, Hughes, lui, il est vraiment pour tout ça. Il trouve que on est très rétrograde dans le type d'éducation qu'on fournit aux autochtones. Et McCarthy, lui, dans un autre texte où il essaie de contrer les arguments de Hughes en disant que l'important, c'est pas le bon niveau de la formation, c'est le bon niveau spirituel. Hein. Il dit, ce qu'on cherche, c'est la sainteté, les qualités morales, le sens du devoir chez les séminaristes et chez les prêtres, et pas forcément le bon niveau intellectuel. Et puis il dit, bah non, il faut pas leur faire du cricket ou du scoutisme. Il trouve ça très choquant au nom de la pudeur. Voilà. Donc, vous voyez ici cette controverse qui date des années 40 entre ces deux hommes. Bon, je pourrais rentrer dans davantage de détails, mais je ne vais pas le faire. Représente une divergence de vue tout à fait intéressante. Et en fait, il y a derrière une divergence sur la position que ces séminaristes et surtout les futurs prêtres autochtones sont amenés à avoir dans la société coloniale. Alors je termine avec la nomination de Monseigneur Kiwanuka et le tournant que représente l'entre-deux-guerres. Alors, bon, je vais parler de ça tout à l'heure, ça vous montre quelques photos de Kiwanuka. Alors, Kiwanuka, c'est quelqu'un qui est donc nommé dans un contexte compliqué, les Pères blancs ayant vraiment freiné le mouvement, Rome l'impose, et en plus, il est nommé vraiment mais quelques semaines avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, donc tout ça est très compliqué. Et dans ces événements, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans l'article que j'ai publié sur lui, il arrive vraiment, on peut le dire, à faire preuve d'une véritable agency. Hein. Il arrive à se faire entendre dans les différentes sphères de pouvoir. Donc là, le quartier général des Pères blancs, c'est à Alger, à Rome, auprès du délégué apostolique à Mombasa, et il arrive comme ça à se sortir d'un face-à-face assez mortifère avec Monseigneur Michaud, hein, qui est cet évêque très raciste dont il prend une partie du territoire, en fait. Hein. Alors, Kiwanuka, il reste assez proche des Pères blancs. Hein, il met en place dans son diocèse, enfin, ce qui va devenir, d'abord c'est un vicariat apostolique, puis un diocèse, une pastorale qui est tout à fait dans la ligne exacte des Pères blancs, hein, donc très axée sur la pratique sacramentelle, assez stricte. Il continue en fait de mettre en place une surveillance stricte de ces prêtres, hein, qui sont astreints à des examens, à des choses très régulières. Et il est lui-même proche personnellement des Pères blancs. Il continue jusqu'à la fin de sa vie, j'ai vu ça dans les archives en Ouganda, à avoir un directeur spirituel Père blanc jusqu'à la fin de sa vie. Vis-à-vis des autorités britanniques, c'est pas facile non plus. On peut voir aussi dans ces archives en Ouganda que les Britanniques continuent de lui demander des certificats de son autorité supérieure, par exemple pour aller faire des voyages. En fait, le problème, c'est qu'il n'a plus d'autorité supérieure. Hein. Son autorité supérieure, c'est le pape. Donc, il n'a plus d'un missionnaire dont il va pouvoir demander une attestation pour demander son visa. Hein. Donc, on voit que les Britanniques ont un peu de mal à comprendre cela. Je vous ai mis ici des photos sur c'est un élément que je trouve intéressant, qui est une tournée qu'il fait pour lever des fonds aux États-Unis en 1950. Hein. Et donc c'est à l'occasion de ce voyage que les Britanniques essayent de lui demander une attestation d'un missionnaire pour lui donner son visa. Bon, finalement, ils le lui donnent. Et ce qui est intéressant dans cette tournée, donc il visite tout un certain nombre de villes. En bas, au milieu, en bas, vous le voyez avec le cardinal de New York, un Spellman, qui est une figure très, très connue. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est invité non pas seulement en tant qu'évêque missionnaire, mais en tant
et même d'abord dans certaines villes, comme premier évêque noir, comme symbole aux États-Unis de la lutte contre les discriminations raciales. Hein. Et donc là, je vous ai mis spécifiquement pour ça un certain nombre de photos où on le voit dans des villes, des États où la communauté noire catholique est forte, hein, donc Détroit en haut, Cincinnati en bas à droite, et il est appelé à faire des conférences par des évêques qui veulent lutter contre les discriminations à l'égard des Noirs catholiques. Hein, et il est vraiment reçu comme un héros dans ces communautés. Hein, donc ça, c'est très intéressant. La nomination de Kiwanuka, c'est mon dernier point. J'essaie de faire ça en 1 minute. Bon, je vous mets cette certainement trop longue citation. Entraîne quand même, après la Seconde Guerre mondiale, une évolution chez les Pères blancs. Donc il y a un nouveau supérieur général qui s'appelle Monseigneur Durieux, vous avez son nom dans la source tout en bas, qui va, dans un certain nombre d'instances qu'il préside en Afrique de l'Est britannique, affirmer que les Noirs vont bientôt remplacer les Blancs, et qu'il faut en tenir compte et qu'il faut rentrer dans des relations non seulement d'égalité avec eux, mais même, dit-il, lors d'une réunion de 1948 en Afrique de l'Est britannique, avec toute une série d'évêques d'Afrique de l'Est, il faut rentrer dans une relation d'amitié, hein, des relations fréquentes, simples, franches, cordiales de part et d'autre. Et il dit qu'il faut aussi vivre dans les mêmes bâtiments, notamment dans les séminaires, pas qu'il y ait de distinction entre les Blancs et les Noirs. Il faut passer, dit-il, lors d'une autre réunion l'année d'après, en 1949, d'une culture de la surveillance à une culture de la fraternité. Nous sommes pour eux comme des grands frères, on est là pour les aider et pas pour les surveiller. Et je vous ai mis ici une citation. Donc il envoie ce qu'il appelle des cartes de visite. Bon, c'est un peu massif, hein, pour une carte de visite, mais tout à fait sur le même modèle, c'est les mêmes éléments de langage recopiés. Bon, là, c'est à destination du Nyasaland, mais ça vaut pour toute l'Afrique de l'Est britannique, pour dire à ce moment-là, voilà, il faut rentrer dans une nouvelle dynamique à l'égard du clergé local. Donc, vous voyez, ils sont prêtres exactement comme nous, hein, et cependant, il se trouve qu'on les interpelle parfois sans façon, comme on interpelle les boys, etc. Ils sont nos collaborateurs, mais on dirait parfois qu'ils ne sont que de modestes auxiliaires très subalternes, bons pour les ministères les plus fatigants. Hein. Et certains jeunes pères se donnent une attitude de condescendance, comme si ces prêtres, les prêtres autochtones, occupaient vraiment une position inférieure. Hein. Donc il y a tout de même un tournant, au moins dans le discours, qui va être de toute façon forcé aussi par l'évolution des choses. Rome érige la hiérarchie ecclésiastique, fait quitter le modèle missionnaire pour nommer des évêques dans les années 50. Puis après, fin des années 50, début des années 60, on a l'élimination de plus en plus d'évêques autochtones. Donc, je ne reviens pas, c'est un peu une autre histoire. Mais on voit quand même qu'il y a ce tournant qui a lieu. Alors, ce n'est pas un tournant subi, hein, c'est tout à fait progressif. Hein. J'ai encore trouvé dans les années 40, dans les archives des Pères Blancs, une minute. C'est la dernière chose, après je dis un mot de conclusion. La trace d'un diacre ougandais. Hein, c'est quelqu'un qui était en dernière année de séminaire, il avait déjà reçu une partie des ordres majeurs, il allait devenir prêtre, il a été viré du séminaire parce qu'il s'était, donc on est en 49, hein, il n'avait pas refusé, il n'avait pas accepté d'enlever ses chaussures. Hein. La question des chaussures, on a vu tout à l'heure des photos où on voyait des intermédiaires qui étaient déchaussés alors que le commissaire était chaussé. Les chaussures, c'était réservé aux Européens et aux prêtres ougandais. Il n'était que diacre, il avait mis des chaussures, il a refusé de les enlever, il a été renvoyé des ordres. Hein. Donc en 49. Donc on voit que l'évolution est quand même tout à fait progressive. Un mot de conclusion, ce qui est intéressant dans ce parcours, hein, qui représente un petit peu un pas de côté, c'est d'une part, sur cette citation, de voir que la problématisation autour du statut ou non d'intermédiaire ou d'auxiliaire date de l'époque même. Hein. Elle est assumée par les responsables missionnaires eux-mêmes, hein, qui se demandent en fait quel statut accorder à ces prêtres autochtones. Et puis, je dirais enfin,
voilà, pour pas trop dépasser, c'est déjà le cas, que toutes ces ambiguïtés sont pas propres au monde missionnaire. Hein. C'est des ambiguïtés, au fond, qui illustrent les ambiguïtés de cette fin de l'époque coloniale, du self-government promu aussi par les Britanniques, puisque c'est le contexte dans lequel on est, et puis de la mission civilisatrice dont se prévalent les missionnaires en général. D'un côté, ils s'engagent avec plus ou souvent moins d'enthousiasme dans la promotion des clergés locaux, et d'un autre côté, ils émettent des réserves, et ils les maintiennent aussi longtemps que possible dans une position subalterne fondée sur des jugements qui sont souvent racistes. Voilà, j'en arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Édouard. Et je dois dire qu'il y a un certain nombre de remarques que je vois là au début du XXe. Je lis les mêmes pour le XVIe siècle. La question de est-ce qu'il faut une éducation à l'européenne. Bon, voilà, dans le cas du Japon, on les sortait carrément du pays. Là aussi, c'est hors de question absolument de les laisser sur place faire leur éducation. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ? Alors, Barbara, et puis après, Claire. Déjà, merci, Édouard, pour la présentation. Tu nous as beaucoup parlé des sources des prêtres occidentaux sur les prêtres locaux. Est-ce que tu as trouvé des sources des prêtres locaux ? Enfin, est-ce que dans les sources, tu as trouvé la voix des... Alors, sur cette période-là, non. Enfin, ou de manière vraiment extrêmement marginale, ou seulement... Enfin, il existe... Bon, si, alors, oui et non. Il existe des... On trouve pas mal de plaintes dans les sources, notamment à l'égard de Michaud. Alors, ce pauvre Michaud, enfin, pas ce pauvre Michaud, mais c'est plutôt... Il ne faudrait pas imaginer que tous les missionnaires sont aussi radicaux que Michaud dans leur jugement. C'est vraiment le missionnaire, je pense, le plus raciste que j'ai trouvé. Mais bon, il se trouve que c'était le chef, donc c'est dommage. On trouve donc beaucoup de plaintes à la délégation apostolique, notamment de prêtres ougandais à l'égard de Michaud. Voilà, c'est tout ce qu'on trouve. Après, j'avoue que j'aimerais bien trouver j'aurais bien aimé trouver, mais ça viendra peut-être, davantage de témoignages en première personne des prêtres locaux sur leur quotidien. Voilà, ça vient plus tard. Après la Seconde Guerre mondiale, ça on en trouve beaucoup. Dans les années 30-40, pas tellement. Voilà. Oui, Claire, je vous en prie. Si on est catholique, on va baiser la main de l'évêque. C'est un problème dans une situation coloniale. On va baiser la main de l'évêque indigène. Donc, ça met un temps fou pour qu'ils choisissent la région. Et ils choisissent une région où il y a énormément de catholiques et très peu de Français. Et donc, c'est cette région d'ailleurs de laquelle je parlerai. Donc, ça, c'était intéressant. La deuxième question, c'est à la question de la personne qui m'a précédée sur la voix des locaux. Dans les archives de Rome et d'abord de la délégation apostolique, il y a énormément de sources de Vietnamiens qui écrivent depuis très longtemps, depuis le début 1925. Mais c'est un peu différent, oui. Et notamment sur une question que vous avez évoquée, sur le fait que les missionnaires, quand ils partent de cette zone, prennent bien la mission. Et donc l'évêque indigène dit ça appartient à l'évêché et pas à l'ordre des missions étrangères de Paris. Donc on a exactement les mêmes problématiques. Troisième autre point, c'est bien là, en Vietnam, il y avait énormément plus de prêtres. Bien sûr. 3 ou 4 fois plus. Bien sûr. Et c'est eux qui faisaient tout le boulot, en quelque sorte, dans l'espace de la répartition. Et on peut voir que ce décalage entre le clergé et aussi les catéchistes, etc., est particulièrement violent. En 1945, les témoignages des missionnaires sont effarés. C'est d'une violence. Et beaucoup de séminaristes et de catéchistes passent au Viet Minh, tout simplement. Ils ont été éduqués, mais ce rapport-là colonial est insupportable, donc c'est une chose. Et enfin, sur la question de l'éducation, le problème de beaucoup de missionnaires, que ce soit visiblement pour les pères blancs comme pour les pères les missions étrangères,
problème, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement très bien formés non plus. Et oui. Donc, c'est justement les Sud qui Et en tout cas, pas pour former des séminaristes, en tout cas. Voilà. Ils n'ont pas la formation, et donc c'est les Sud qui tiennent aussi au Vietnam, et qui créent un grand séminaire, et c'est compliqué pour les missions étrangères de reconnaître qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de faire les cours d'un certain niveau. Et puis la dernière chose aussi, c'est la tournée Spellman, très intéressant. Il y a eu la même chose exactement au même moment, avec Monseigneur Godin-Tout, qui va au même moment, qui est accueilli par Spellman. Et il y a là ici une stratégie aussi américaine qui est de dire maintenant les anciennes colonies, c'est fini, les Américains sont pour soutenir les pressions. Donc, au Vietnam, en tout cas, c'est très clair. Et puis d'ailleurs, Godin-Tout, son frère, va arriver au pouvoir en 1963. Donc il y a énormément de parallèles. Bien sûr. Ce que vous dites, le racisme, etc., c'est exactement, on trouve exactement les mêmes éléments. Et donc ma question c'était, je ne connais pas bien l'Ouganda, quel autre ordre religieux existait? Il n'y avait que les Pères Blancs? Il y avait aussi des prêtres, une congrégation britannique qui s'appelle les Pères de Mill Hill. Vous connaissez peut-être, qui sont basés, je crois, en banlieue de Londres. Et je pense que c'était tout. Je pense que c'était tout. Les Spiritains étaient en Tanzanie et au Kenya. Au Kenya, c'est beaucoup plus grand, mais il y a beaucoup plus de diversité. Et sinon, c'était tout. Ouais. Donc des Anglais et les Pères Blancs qui étaient donc au début pas mal français, et après il y a tout cet enjeu les Anglais demandent dans les années 30 qu'il y ait un personnel au moins anglophone, et donc on passe sur la province du Canada. Voilà. C'est pareil d'ailleurs aussi pour le Vietnam, parce que les Canadiens vont venir aussi, les rédemptoristes, parce que là, sont aussi forts. Voilà. Et c'est en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur les tournées américaines. C'est une époque aussi où l'hégémonie française sur le monde missionnaire est clairement en train de décliner. Il y a notamment la centralisation à Rome des œuvres qui deviennent les œuvres pontificales missionnaires, et c'est les États-Unis qui deviennent le premier pourvoyeur. Donc on passe vraiment à autre chose, et il y a une internationalisation du recrutement. Et juste pour rebondir sur votre remarque sur le Vietnam, ce qui est intéressant en Indochine, c'est que la profondeur temporelle, qui est beaucoup plus importante par rapport à l'Afrique subsaharienne, je veux dire, étant donné qu'il y a de nombreux prêtres dès le 19e siècle, permet de voir aussi qu'il y a, me semble-t-il, mais ce n'est pas la période que j'ai étudiée, mais il y a en fait une aggravation de la situation vers 1900, où avant les MEP vivaient davantage à la vietnamienne, non, enfin même pouvaient prendre des noms, s'habiller, on sortait de cette logique de l'acculturation qui plonge ses racines dans l'époque moderne. Et en fait, il y a une rigidification vers 1900. Voilà. Ça, on ne peut pas voir ça en Ouganda puisqu'on arrive après. Mais... Et juste pour vous parler de la délégation apostolique, c'est intéressant. Elle arrive en 1925. Oui, il n'y a pas que les missionnaires qui sont contre la nomination des évêques. Il y a aussi le pouvoir colonial. En tout cas, le pouvoir colonial. Oui. C'est très compliqué Oui. à gérer. Oui. Et la délégation apostolique, c'est très intéressant, c'est que le Vatican, le gouverneur général souhaite que, alors évidemment, pas besoin de délégué apostolique, il est à Paris. Ensuite, quand il est obligé, il dit bah alors il va être à Hanoï, là où se trouve le gouverneur général, et le Vatican parvient, refuse qu'il soit à Hanoï et le met à Hue, là où il y a l'empereur. Donc c'est vraiment un signe très fort. Et d'ailleurs, la délégation apostolique va être financée et construite par un catholique vietnamien, pas par les Français. Donc ça, c'est vraiment intéressant. La délégation apostolique est un lieu. Il me semble que par ailleurs, ils reviennent plus tard à Hanoï, non? Parce que justement, ce problème de la situation est problématique. Ou alors, il y a les deux lieux. Mais en tout cas, en Afrique française, il n'y a jamais de délégué apostolique parce que le gouvernement colonial... Bon, ça nous emmènerait trop loin. Ouais, je vous propose de continuer pendant le déjeuner parce que sinon, on n'a pas fini. Voilà, c'est ça.